J'ai beaucoup travaillé dans le service, et j'ai travaillé dans plein Aux d'endroits. US? Aux US, en France, un peu partout. Et du coup, je suis inspiré beaucoup de faits réels. Maintenant, Ouais. c'est pas tout le temps inspiré de faits réels, parce que sinon, sinon j'aurais démissionné Sinon, depuis c'est longtemps. flippant. Tes dates Tinder sont assez terrifiants quand même. Alors, les dates Tinder, pour l'anecdote, les premiers étaient inspirés de faits réels. Ouais, d'accord. Et ensuite, après, je suis parti. D'accord. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter, a dit Mère Teresa. Ne serait-ce pas une invitation à explorer, aussi bien dans l'espace géographique qu'en notre fort intérieur? C'est aussi un peu la philosophie de notre French expat de cette semaine, le comédien français Warren Lefebvre. Dans ce nouvel épisode du podcast, Warren dévoile son unique parcours et ses défis pour faire rire dans un contexte culturel différent. En effet, il a grandi en France et il nous parle aujourd'hui depuis New York. Avec une pointe d'humour, Warren raconte l'envers du décor des comédie clubs de la Grosse Pomme où l'on doit parfois payer pour pouvoir avoir l'opportunité de se produire en public. Cet apprentissage ardu a fait partie de son adaptation au public américain, une étape cruciale pour tout comédien étranger cherchant à percer dans cette ville cosmopolite. Et c'est d'ailleurs une de ses originalités, car en fait Warren officie sur les réseaux sociaux et sur scène souvent en anglais. Avec beaucoup de talent, il raconte le contraste culturel entre ces deux pays, les États-Unis et la France. Et bien que passionné par cette activité, il souligne aussi les difficultés de monétiser son travail, de difficultés exacerbées par les contraintes financières des visas entre la France et les États-Unis. Warren a également exploré le monde du service à New York et il s'en inspire dans ses sketchs et ses vidéos. Il joue pas mal du stéréotype du serveur parisien impoli dans des vidéos plutôt rigolotes qui ont capté l'attention des internautes américains. Dans cette interview, aujourd'hui, vous allez découvrir les ambitions de Warren au cinéma avec un projet mystérieux en préparation et des rêves de devenir acteur. Alors qu'il se prépare au moment de l'enregistrement de cet épisode à assister au très prestigieux Festival de Cannes, Warren continue de jongler entre les projets à Paris, à Genève et à New York, toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Voilà un épisode riche en anecdotes qui vous offre une fenêtre sur le monde de Warren. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Allez, c'est parti, next stop, New York. Salut, moi c'est Warren, j'ai 24 ans. Je suis diplômé d'école d'art dramatique. Donc je suis comédien, acteur, créateur de contenu sur Internet. Et j'ai déménagé aux États-Unis pour bosser l'anglais, pour travailler la littérature anglaise et plein de choses comme ça. Salut Warren et bienvenue dans French Expat. Merci Merci à beaucoup toi. d'avoir accepté mon invitation. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur toi. Tu es auteur aussi, c'est un truc que tu nous as pas dit. Tout à fait. Ah ouais, ça c'est un vieux truc par contre. Les 5 rois mages, Waouh, tu elle veux a en fait sa parler? recherche. Oui, tout à fait. J'adore écrire depuis tout petit et j'ai écrit un roman quand j'avais 18 ans qui est sorti. Celui-là? C'est un roman de fantasy, quoi. Mais je n'en parle pas, ça c'est mon passé, c'est le passé. D'accord, ok, c'est le passé, on le laisse de côté. Tu as joué Sganarelle dans Don Juan à Tout à Paris. fait. Tu ravis aussi nos feeds Instagram ou TikTok, peut-être pour les plus jeunes, euh, avec tes sketchs sur ta vie de Frenchie à New Ouais. York, entre autres choses. Tu viens des Alpes, il me semble. Non, de je la viens du montagne. Jura. Enfin, je viens de l'Ain. Du C'est Jura. dans le Jura, pied du Jura, Ok. mais pas loin. Donc, a priori, un climat et une géographie un petit peu différente de ce que tu connais aujourd'hui. Ça fait combien de temps, du coup, là, que tu vis à New York? Ça va faire 2 ans bientôt. Et moi, j'aime bien remonter le fil de manière un peu chronologique. Est-ce que tu peux me parler de ta vie juste avant, en fait, de traverser l'Atlantique? Ça ressemblait à quoi et qu'est-ce qui t'a mené vraiment, alors tu nous as dit en quelques mots, mais qu'est-ce qui t'a mené vraiment à décider de t'installer ailleurs? Alors, ma vie avant, je résumerai, elle était à Paris. Je venais de finir mes études et je travaillais en tant qu'acteur. Enfin, j'essayais, en tout cas, j'auditionnais un peu à gauche, à droite. Je faisais du stand-up, j'écrivais, je faisais Ah, tu déjà des faisais vidéos. déjà du stand-up? Je faisais déjà du Ok. stand-up, ouais. Je faisais même plus là-bas qu'ici. Mais j'écrivais beaucoup, enfin, j'essayais de faire de l'artistique. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Au bout d'un moment, j'étais un peu lassé de la France et lassé de Paris. Et je voulais un peu de changement.
Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien voir à New York comment la scène artistique se passe. Enfin bref, je voulais voir un peu le monde ici. Et donc, j'ai pris Et la pourquoi décision de New venir. York? Parce que c'est le siège du stand-up un peu, enfin le Bah, en fait, il y avait plusieurs raisons qui m'ont attiré à New York. En effet, le stand-up, aussi le théâtre. Je voulais voir comment ça se passe la comédie musicale, des choses comme ça ici. Et puis, je voulais étudier la littérature anglaise. Je me suis dit, bah, New York, c'est logique. Voilà. Je suis bougé à New York pour ces raisons, du coup. OK. Et quand tu dis étudier la littérature anglaise, c'est de manière, autodicte ou tu as repris tes études? Non, j'ai repris les études en littérature anglaise et écriture, du coup. Donc, vraiment, littérature médiévale, creative Ah oui, writing, ouais, d'accord, c'est OK. assez lourd. Mais là, c'est mon dernier Ouais. semestre. OK, d'accord. Et tu fais ça où? Je fais ça à BMCC, c'est un collège qui est à Manhattan. Très bien. Alors une fois que tu arrives, aux États-Unis, tu connaissais un petit peu les US avant d'y aller? À part, je veux dire, ce qu'on voit à la télé? Non, du tout. Même pas en vacances. Excuse-moi, je me suis jamais rendu ici et j'ai parti un peu sur un coup de tête. Bah, sur un coup de tête, mais enfin, si c'est pour tes études, j'imagine qu'il y a quand même tout un process pour les Oui, il y a visas et eu de tout? la réflexion quand même derrière, mais c'est quand même partir en mode bah, je connais personne là-bas, j'y vais avec mon sac à dos et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Et tu reprends tout de 0, quoi? Ouais, c'est ça. D'accord. Tu parlais bien anglais, j'imagine, si Oui, tu te dis où tu vas venir étudier, ici? ouais, ouais, si, je m'en sortais bien quand même. D'accord. Et alors, comment est-ce que ça se passe justement, ton arrivée? Est-ce qu'au début, tu y vas et tu te concentres, uniquement sur les études? À quel moment, en fait, est-ce que tu te mets à créer du contenu en anglais? Parce que tu le faisais pas particulièrement avant. Tu disais que tu écrivais depuis très longtemps, mais, surtout en français? Bah, en fait, le truc, c'est que je faisais aussi déjà des vidéos en France, en effet, mais c'était en français. Et il y a eu un temps de transition de plusieurs mois où je créais plus de vidéos, je faisais plus rien et je m'adaptais un peu aux Tu étais pas États-Unis. inspiré? J'étais inspiré par plein de trucs, mais j'avais pas le temps. Tu sais, quand tu te déménages, en plus, enfin, tu dois le savoir, on a trop de choses qui se passent. Faut s'organiser. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur les études pour commencer. Et au bout de quelques mois, ça commençait vraiment à me manquer de créer de la vidéo. D'accord. Et les acteurs que j'avais, ils parlaient tous anglais, pas français. Donc j'étais là, bon, bah, il va falloir que je fasse avec. Et j'ai commencé à écrire en anglais à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à écrire le personnage du français expat à New York. Et voilà. Can you send the steak back to the kitchen? What's wrong? This is not cooked, like at all. Oh, I'm so sorry. Let me check. Oh, You see? yeah, this is way overcooked. I'm sorry. No, it's undercooked. Lady, this steak is above. Well done. I asked for well done, but that's blue. Are you colorblind? It's black. It's overcooked. Well, yeah, whatever you say. I want it cooked more. This is not going to be possible. Why? Because if we cook it more, it's going to decompose itself. If it wasn't on a pan, but in the flames of hell itself. From now on, we're going to serve the steaks the way we should serve it, medium rare. I'm not paying for that poor quality treatment. Wait for the quality treatment, you will get in jail. They're gonna cook you the way you like it. Well done. Alors, est-ce que tu tires un peu sur ton accent, français, ou est-ce que c'est l'accent, c'est l'accent que tu as, quoi? Je dirais tu que forces je le trait, quoi, l'exagère je veux un dire. petit peu, mais que j'ai Ouais. quand même bien l'accent de base. Donc c'est Ouais, vraiment léger. d'accord. Comment est-ce que donc tu te dis: «OK, j'ai des acteurs, anglophones en tout cas, avec moi, donc je vais créer en anglais», et comment est-ce que tu crées ce personnage finalement? J'essaie de réfléchir et en fait, j'essaie toujours de me dire, il faut que ce soit vraiment très différent. La clientèle Ouais. américaine et le serveur français, par exemple, juste un exemple. Ouais. Et il faut vraiment que ce soit l'opposé. Donc j'essaie vraiment de réfléchir en mode comment je peux Le plus clivant possible, quoi. Exactement. Ouais. Donc j'essaie vraiment qu'il n'y ait pas de côté, en fait, qu'on soit avec le français, soit avec le client. C'est ce que j'essaie le plus de faire, que les gens Ouais. prennent parti, en fait, pour les deux personnages. Donc j'essaie d'être le plus français possible, le plus parisien possible, si je veux plutôt. D'accord, alors que t'es pas parisien. Enfin d'accord, t'as fait quelques années à Paris, mais, Non, alors, D'accord. non, j'ai grandi du coup plutôt dans la campagne. Donc voilà, mais j'essaie vraiment d'avoir ce cliché-là du serveur un peu, enfin pour le serveur en tout cas, du serveur un peu malpoli, un peu qui un peu cash. Alors justement, ouais, t'as effectivement, ça me fait penser à plusieurs en fait de tes. On dit sketch, on dit vidéo, on dit quoi d'ailleurs? On peut dire sketch, on peut dire vidéo, n'importe, pas d'appellation exacte. En tout cas, enfin donc t'en as un en fait, plusieurs en fait où tu es le serveur, tu sers du café, Oui. et t'as cette cliente américaine qui elle aussi en fait est dans l'excès, Oui. Le client a toujours raison, le client est toujours roi. Un peu ce qu'on appelle les Karen. Oui, tout à fait. En américain. Je sais pas si tous les auditeurs sauront ce que c'est une Karen. Tu veux expliquer ce que c'est? Une carré. Je sais pas comment l'expliquer politiquement correct. C'est parce que c'est visuel, on l'a physiquement en tête. Avec sa Stanley. Et- Une carrette, c'est une cliente exigeante qui va se plaindre tout le temps pour des choses pas forcément très importantes.
qui va toujours demander à voir le manager et ouais, qui va saouler en fait. Qui va connaît saouler. bien ses droits. Voilà, exactement. Et qui est excessivement énervante. Ouais. Et pas forcément que cliente même. Hein. Je pense que c'est des gens qui aiment donner leur avis de manière générale. Ouais, c'est ça, c'est dans Sur n'importe les quelle groupes situation. Facebook des villes ou des choses comme ça, il y a toujours des petites des Karen. Là partout. Désolée si vous vous appelez Karen et que vous nous écoutez, c'est rien de On vous personnel. aime. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter en fait justement donc comment est-ce que tu t'es lancé au cours des 2 dernières années? Ouais. Comment est-ce que cette activité finalement en plus de tes études a pris un peu le devant de ta vie aussi en fait parce que ça commence à t'occuper quand même sacrément Ouais, beaucoup en c'est plus clair. de l'école? Je dirais que ça est devenu de plus en plus exponentiel parce qu'en fait avant j'étais déjà sur TikTok et j'avais déjà pas mal de gens qui me suivaient sur TikTok. En France. Mais en France. Et mon TikTok reste français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je poste c'est pour la France, je mets des sous-titres en français, etc. Mais pour la première fois j'ai commencé à toucher un public américain et un public aussi un peu large, mondial. Sur Facebook par exemple j'ai commencé à vraiment grimper et avoir un peu des gens de partout. Comment tu l'expliques ça? C'est l'algorithme du réseau social ou? Je pense que ouais, parce que en fait, pour l'anecdote, je savais pas que je pouvais marcher sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Je pensais vraiment que TikTok c'était la seule application où je pouvais m'épanouir. D'accord, ouais. Sur laquelle tu pouvais te lancer. C'est ça. Et vu que mes amis n'ont pas TikTok, je me suis dit mon Instagram était privé et je me suis dit je vais poster mes vidéos pour eux pour qu'ils puissent regarder un peu ce que je fais aussi. Et du jour au lendemain, mes vidéos elles ont commencé à faire beaucoup de vues. Et je commence à avoir du monde et du coup mon compte n'est plus du tout privé maintenant. Mais du coup ouais ça m'est arrivé un peu comme ça, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé et puis j'ai continué de poster, j'ai continué à être régulier et puis après ça a pris son envol un peu. D'accord, donc en fait en 1 an et demi, Ouais, tu t'es devenue une des références un peu, française, françaises, mais du coup en anglais parce qu'effectivement il y a pas mal c'est ça. de personnes qui essayent de se lancer, qui essayent de se former. On avait fait d'ailleurs des épisodes, là-dessus sur des Français qui venaient apprendre le stand-up, ou renforcer leur base de stand-up, à New York. Ouais, Mais toi tu prends le parti en fait de tout faire ça, en anglais, ouais. et de pas forcément, voilà repartir, à la conquête de l'audience, française quoi. En fait, je me dis que c'est des choses qui parlent aux deux publics. En fait, dès que j'écris une vidéo, j'essaie de me dire qu'il faut que ce soit intéressant pour mon public français, mais aussi pour mon public américain. Même s'il faut que ce soit en anglais, du coup, pour que ça touche tout le monde, mais il faut que ce soit intéressant. Donc, c'est pour ça que j'essaie de jouer des rôles de français, parce que ça fera rire aussi les Français de voir un Français qui est aux États-Unis. Du coup, j'essaie toujours, c'est un petit peu ça le truc délicat, c'est qu'il faut que j'arrive à toucher les deux audiences, qui sont deux audiences complètement différentes. D'accord. C'est cool et alors comment est-ce que, tu t'y prends pour, trouver ces situations, du quotidien? Est-ce que c'est des trucs que tu as vécus? Ou des choses qu'on t'a racontées? Ouais. Aux US? D'accord. Ouais. Sinon c'est flippant, tes dates Tinder sont assez, terrifiants quand même. Vrai? D'accord. D'accord. I'm kind of a cat lady. Ah. But I love cats. So. Really? You Yeah. do? OMG, you're going to love my babies. Look, that's a photo of Charlie with Luna and Lucy, and they're sharing my bed together. Isn't that cute? Wow. Yeah. Yeah, that's cute. So you have like 3 cats? No, silly. I also have Whiskers, Simba, Mittens, Chloe, Oliver, Bella, Max, Wow, that's like a lot. Sophie, Leo, Shadow, and who am I missing? Oh, Gizmo. Gizmo. Of course, Gizmo. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Besides cats, do you have any hobbies? Yeah, I like to enjoy, good coffee, go to coffee shops, read and write in there. That's great. That's something normal. Cool. That's something cool. I love that. What's your best coffee shop in town? There's this great cat cafe in Brooklyn, and you would love it. Maybe we can go on our second date there if you're down. I am more of a dog person, to be honest. What did you just say? I'm a beer person. I love beer. Et c'est toujours la même personne donc qui te donne la réplique, la femme? Ouais, C'est toujours alors la même voix? c'est une amie à moi qui est actrice à New York et qui est souvent dispo pour faire les vidéos. Donc souvent elle vient, D'accord. ça la dérange pas de m'aider, donc elle est trop adorable. OK. Donc je l'utilise souvent.
question pratico-pratique, je sais que c'est souvent une question qui revient pour les créateurs de contenu. Comment est-ce que tu arrives à générer du revenu? Et ma question, elle est double par rapport à ça, parce que si tu es sur un visa étudiant, c'est galère ou c'est pas galère du coup aux États-Unis de générer du revenu en plus? Alors, c'est ça, tout la nuance qui est un peu compliquée. Quand on est aux États-Unis et en tant qu'étudiant, en effet, on n'est pas censé du coup faire de l'argent. Du coup, je suis obligé de toucher mes revenus en France. C'est tout un truc comme ça. Et ouais, donc, faut faire des ajustements, quoi. Mais du coup, je suis pas censé sur le sol américain. Il faut vraiment, ça, faut que tu les touches en France, quoi. C'est le seul moyen. Ok. Et comment en fait, est-ce que tu monétises tout ça? Alors, pour TikTok, c'est la monétisation de TikTok, la nouvelle monétisation TikTok. Donc, c'est touche de l'argent selon les vues. Je suis pas sur TikTok, donc j'avoue, je connais pas la plateforme bien. Bah, c'est ce qui paye le mieux aujourd'hui, je dirais. Après, Facebook, du coup, je peux pas toucher de l'argent parce que c'est une société américaine. Donc, je suis obligé de faire des déclarations de taxes à l'IRS, etc. Donc, j'ai une somme d'argent qui est sur mon compte Facebook, mais que je ne peux pas toucher. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais. Et du coup, pour l'instant, je fais pas trop de collaborations, je fais pas de trucs comme ça parce que, encore une fois, ça frôle avec le légal. Ouais, donc tu fais attention. Je préfère m'abstenir de faire des collaborations pour l'instant. Et j'en fais quand je rentre en France, parce que je rentre assez souvent en France quand même. Donc, dès que je rentre en France, je suis seul français, j'ai le droit, je fais des collaborations à ce moment-là. Mais quand je suis ici, du coup, non, je fais. D'accord, ok. J'essaie de faire attention. C'est compliqué, surtout que c'est pas l'immigration la plus permissive, la plus tolérante qui est ici. Exact. Donc, vaut mieux pas prendre trop de risques. J'allais te demander, du coup, tu me disais c'est ton dernier semestre d'études. Oui. C'est quoi la suite, du coup comment est-ce que tu envisages la suite? Alors, c'est là tout le problème. Je pense rentrer en France pour un moment et bouger à New York pour des projets, etc. En fait, là, pour l'instant, je suis basé à New York et je rentre à Paris assez souvent pour des projets d'acting. Par exemple, là, je vais tourner un film cet été. Je bouge beaucoup pour des projets en France. Et finalement, je me rends compte que j'ai plus de projets en France qu'aux projets aux États-Unis. Mais grâce. Ah ouais, quand même. Ouais, mais c'est grâce à mon compte. Ce qui est très bizarre. Parce que du coup, j'ai fait des vidéos ici aux États-Unis qui m'ont ouvert beaucoup de portes dans le cinéma, qui m'ont fait rencontrer beaucoup de gens à Paris, en fait. Alors qu'avant, j'avais pas beaucoup de portes. Là, la porte s'ouvre grâce à ma venue aux États-Unis. Quoi. Ah, donc comme quoi, finalement, le fait d'être parti, de t'être lancé aux États-Unis pour finalement parler à un public américain, c'est quand même ça qui t'ouvre des portes vers la France. Comment tu l'expliques en fait? C'est quoi? C'est la notoriété ou c'est... Ouais, je pense que c'est plus le fait d'avoir du monde, le fait de faire beaucoup de vues. La crédibilité, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a ouvert des portes. Mais du coup, je vais rentrer en France. Faire mes vidéos en France, faire mes trucs en France, toujours en anglais, parce que je connais pas mal de créateurs aussi américains là en France. Et puis je bosse aussi pour un label de musique. Je les aide quoi à New York. Du coup, pareil, il faudra que je revienne pour les aider. Est-ce que le USCIS nous écoute? C'est ça qui t'inquiète? Mais du coup, je les suis un peu partout en tournée, etc. Du coup, ça s'appelle Dubstyle. Du coup, il faut que je revienne ici de temps en temps pour les aider. Donc, ce que je vais faire, c'est que je serai à New York assez souvent quand même. Et alors, t'envisages quoi comme projet en France? T'as quoi comme projet en France? Faut que tu nous en dises un petit peu plus. Là, tu restes un peu en surprise, c'est vrai. Mon ami. Donc, il y a potentialité. Enfin, il y a que je travaille sur un film cet été. Je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore tout très clair. Mais en tout cas, je vais au Festival de Cannes au mois de mai. Génial. Pour rencontrer les producteurs, rencontrer le mois les gens. prochain, là? Ouais, le mois prochain. D'accord. Donc, c'est trop cool. Pareil, j'ai des projets. Enfin, c'est beaucoup de projets qui sont pour parler, donc je peux pas trop en parler. D'accord, mais c'est beaucoup de projets de cinéma. C'est cinéma pour l'instant et beaucoup de stand-up aussi que je vais faire à Paris et Genève aussi en Suisse. Donc j'ai pas mal de trucs de prévus en Europe. Ok. Bon, bah, super, et les vidéos, toujours les vidéos. Et toujours les vidéos, d'accord. Et donc du coup, tu vas enfin pouvoir toucher des revenus. Voilà, et vivre de ça, j'espère. Parce que là, c'est ça. Mais en fait, c'est un super complément parce que le métier d'acteur, c'est pas facile quand on se lance. Il faut retrouver à chaque fois des nouveaux jobs, des nouvelles opportunités, etc. J'imagine que c'est aussi un peu épuisant de chercher tout ça. Et du coup, en fait, ce métier de création de contenu à côté, en fait, te permet d'être vachement plus stable financièrement et un peu plus. Je trouve pas le mot. T'inquiète. Mais ouais. Bref, t'as compris. Ouais, j'ai compris. En fait, c'est ça qui est génial aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. C'est que oui, en effet, ça peut te permettre d'avoir une sécurité financière tout en t'amusant, en faisant de l'acting quelque part aussi. C'est un petit peu dérivé, mais voilà. Et ça te fait aussi gagner en visibilité. Et aujourd'hui, les producteurs, ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens on sait qu'ils ont de la visibilité. Des plateformes, ça. Ouais. Pour ramener les gens en salle ou des choses comme ça. Donc,
Donc aujourd'hui, c'est un plus d'être un créateur de contenu. Surtout que moi, j'aimerais plus dans le futur faire de la fiction, rester dans ma niche française, etc. Mais faire des mini-séries, de la fiction vraiment comme au cinéma, mais pour les réseaux sociaux. Donc vraiment faire de l'acting pur pour le coup. Et du coup, c'est pour ça que c'est un super outil parce que quoi qu'il arrive, bah, je pourrais en vivre. Et puis côté de ça, j'auditionne et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Bon, bah super. Ouais, Bah écoute, on croise les doigts pour toi pour la merci. suite. Si, est-ce que tu referais tout pareil? Ouais, complètement. Partir à New York, c'est une super décision parce que ça m'a changé complètement enfin, mon univers a changé complètement. J'ai découvert un nouveau monde en quelque sorte et des façons de penser différentes. J'ai rencontré plein de créateurs de contenu. C'est très différent comment ce qu'ils font les choses. Enfin, ici, c'est différent qu'en France. Du coup, ça Ah m'a. ouais, en quoi? Bah, par exemple, dans les émissions qu'ils font, bah, enfin, bon, sans parler des late night shows, etc. Mais genre, par exemple, les émissions TikTok, les émissions Insta, les trucs comme ça, c'est très à l'américaine, quoi. Mais du coup, être dedans, voir ça de ses propres yeux, c'est hyper enrichissant. De l'intérieur? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, j'espère, si jamais je fais des contenus en France dans le futur, je ne sais pas, hein, parce que là, bah, maintenant, mon public est un peu partout. J'espère ramener un peu de cette américanisation avec moi. D'accord. On Dans verra. la production et Ouais. d'accord. Et s'il y avait, un petit conseil, un petit truc que tu pouvais, chuchoter à l'oreille de Warren, du coup, il y a 2 ans, qui s'apprêtait, à traverser l'Atlantique, tu lui dirais quoi? Oh, c'est une bonne question, ça. Euh, Ah enfin! Au bout d'un quart d'heure, j'ai C'était une bonne que des bonnes question. questions. Je sais pas qu'est-ce que je dirais. D'être patient, peut-être. La patience. Je suis quelqu'un de très impatient. J'ai besoin d'avoir des choses comme ça tout de suite, alors que les choses prennent du temps. Et là, ça fait que 2 ans, hein, mais avec le recul déjà, je vois la différence et je vois que j'ai vraiment évolué, que ce soit Tu en vois tant que que tu as créateur. progressé aussi en écriture Ah ouais, ou? complètement. Et puis avant, j'écrivais jamais en anglais en fait. Et là, maintenant, j'écris Ouais, mieux en anglais qu'en français. J'arrive à ce stade-là. Alors, le parler, bien évidemment, est beaucoup bien plus compliqué. Mais à ouais. l'écriture, j'écris mieux en anglais qu'en français. Et quand j'écris des scènes, ça vient plus naturellement maintenant en anglais qu'en français. Donc, ouais, c'est carrément un plus, ça. Ah intéressant. On m'avait dit que, toi du coup qui étudies la littérature, tu pourras peut-être, confirmer ou élaborer sur le sujet, mais, qu'en fait le stand-up est beaucoup plus percutant, en fait, l'écriture en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de mots, en fait, qui et donc ça te permet d'être beaucoup plus précis sur, tes chutes, en fait, Ouais. tes punchlines et cetera. C'est quelque chose que En anglais, tu que veux dire? tu confirmes? Ouais, Alors, pour le stand-up, oui, je dirais que oui. En anglais, c'est assez. L'écriture en anglais, je la trouve plus simple pour ces raisons-là. Par contre, il y a la différence du public. L'humour n'est pas le même. ah, Et je suis plus confortable dans l'humour français, bizarrement, même si mon humour sur Internet bah, fonctionne pour tout le monde. Donc, quelque part, j'ai trouvé un ADN qui marche partout. ouais, Mais mmh sur scène, je parle pas forcément de ça. Je parle de choses un peu différentes. Et ça marchait mieux en France, à mon sens. Et je m'amuse plus avec l'humour français, on va dire, sur scène. Alors, sur les vidéos, c'est pas grave, mais quand je suis sur scène, j'aime bien voilà, être sarcastique, sur des choses comme ça, qui sont plus un humour français au final que Ouais, le américain. sarcasme, Ouais. c'est, ouais, ouais. Tu regardes parce que mes collègues m'ont offert, quand mon I dernier speak fluent job en sarcasm. J'adore. parce qu'ils comprenaient jamais et ils se vexaient et donc après ils ont Ils ont compris qu'en compris fait que c'était c'est pas comme ça méchant, qu'on que fait, c'était nous. juste du sarcasme. On vit pas. C'est ça la différence principale entre l'humour français et l'humour américain? Ouais, Est-ce que c'est on est plus direct, aux US et on est plus dans le deuxième, troisième, dixième degré, en France? complètement. Et aux États-Unis, enfin, pas tout le monde, hein, il y a des gens encore, il y a des exceptions. Mais de ce que j'ai vu, c'est très lisse. Bah, nous, on a des blanches gardins qui vont être politiquement complètement incorrectes, façon de parler. Euh, Ouais. Ici, il n'y a pas trop ça. C'est toujours cette peur d'offenser, en fait. Alors qu'en France, c'est tout l'inverse. On a pas peur d'offenser. Enfin, aujourd'hui, ça change un petit peu. Tout évolue, le monde évolue. Mais je trouve que quoi qu'il arrive, tu vois, une Blanche Dans Gardin, elle peut se l'ADN, permettre de dire des de trucs de l'humour? fou sur scène, alors qu'ici, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est ce que je pense. D'accord, donc on est plus dans le politiquement correct, On ici? est plus dans le politiquement correct. Du coup, on est plus vraiment dans le monde est joli, on est tous des bisounours. Il y a aussi ce truc-là où ça parle pas trop politique. Alors qu'en France, on parle tout le temps de politique aussi sur scène. Ici, ils vont pas oser, ils vont se moquer d'eux-mêmes, ils vont faire beaucoup de crowd work en parlant avec le public, mais ils vont, ils vont pas trop être comme nous, rentrer dans des sujets un peu sensibles. Et toi alors, quand, donc tu disais que tu as testé aussi le stand-up ici, Ouais. tu en as fait où? Dans quel contexte et tu as parlé de quoi alors? Raconte-nous. Alors moi, j'ai joué au Comedy Cellar une fois. Ah J'ai génial, joué dans ouais. pas mal d'endroits en fait à New York. J'ai joué au Broadway Comedy Club aussi. Enfin bref, j'ai joué dans pas mal d'endroits ici. En fait,
L'erreur que j'avais faite au début, c'est faire les mêmes sketchs que je faisais en France, ici. Ah, t'as essayé juste de les adapter Ouais. en français, en la langue et sans adaptation culturelle. C'est ça. Et c'était au Ouais. tout début, ça. J'étais là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça marchait trop bien en France. Par exemple, Ça doit être des moments de solitude quand même, parce que si c'est silencieux dans la salle, t'es ouais, j'ai fait 2 un minutes sketch paraissent sur le longues, quoi. daltonisme, parce que je suis daltonien. Et en France, c'est un de mes sketchs phares, le daltonisme. Je parle des trucs un peu drôles autour de ça, de mon expérience. Ici, je suis monté sur scène, j'ai commencé à faire ce même sketch avec les mêmes blagues, les mêmes vannes, les mêmes chutes. Personne rigolait, personne comprenait. Et j'étais là, oh merde. Ah ouais, c'est dur ça. Il faut s'adapter. Et ben après, moi, je l'ai j'ai dit, les bides, on s'est habitué aussi. Hein, Ouais, c'est ça. Enfin, j'imagine qu'il faut se blinder. Il faut quand même une sacrée carapace pour vivre. C'est horrible. Parce qu'en plus, au début, je sais plus où j'avais vu ça. Je crois que c'était dans le documentaire de Gad Elmaleh qui était venu essayer de faire du stand-up aussi aux États-Unis. Et en fait, il montrait que au début, en fait, tu vas dans un comedy club, on te donne 2-3 minutes. On te donne vraiment des tout petits créneaux pour te tester, c'est ça. Et puis en fait, au fur et à mesure que le public t'apprécie, que machin, on te donne des plateformes beaucoup plus grandes, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Après, ça marche aussi un peu comme ça en France, je trouve. Surtout à D'accord, Paris. ok. Pas dans le reste de la France, mais à Paris, oui. C'est vraiment ce truc-là où tu as 5 minutes et c'est ton moment de tout donner, quoi. Et puis après, on verra, le producteur te fera monter ou pas. Et après, si tu connais les gens aussi, c'est plus facile. Mais Ah. à New York. Le piston. Ah, le piston, c'est très piston, quoi qu'il arrive. Mais à New York aussi, il faut payer ton essai, en fait. C'est-à-dire que tes 5 minutes, tu les payes. Ça tape dans les combien? C'est pas beaucoup, en général, c'est 10-15 $. Mais bon, c'est quand même, si tu joues tous les soirs pour t'entraîner, ça monte très vite, quoi. Alors qu'en France, à Paris, certaines scènes font payer les 5 minutes, mais c'est plus rare quand même. Ouais, c'est ouf parce qu'ils font payer l'entrée au public aussi. Alors, soit ils font payer l'entrée au public, soit il y a une consommation obligatoire, en général, ça dépend. Mais quoi qu'il arrive, oui, ils se font de l'argent derrière et. Tant mieux pour eux, ouais, hein, mais. Ça. Et toi, tu te payes derrière fort, tu vois ton truc. D'accord. Et pourquoi en fait, et je peux pas le mettre dans l'interview. Dis-moi. T'as 2 noms de famille? En fait, Lefebvre, c'est le nom de ma mère. Et c'est un peu ma mère qui m'a élevé. C'est-à-dire que mon père, je ne connais pas mon père biologique, ça on peut le mettre, c'est pas grave. Je connais pas mon père biologique, j'ai été adopté d'une certaine manière. Enfin, j'ai un père adoptif. Mais ma mère, c'est ma vraie mère et son nom, c'est Lefebvre. Et du coup, je me suis dit que pour lui rendre honneur, ce serait mieux d'avoir Lefebvre. Donc là, je suis en train de faire les processus pour changement de nom. Ah, de manière définitive, que ce soit pas juste un nom de scène. Quoi. Exactement. Mais j'avais utilisé ça comme nom de scène au début, mais finalement, je vais changer. Ouais, ce sera plus ce nom-là, du coup, que tu as vu. D'accord. Ouais, non, mais justement, je me demandais en fait s'il y avait, je sais pas, un nom de scène, s'il y avait une histoire. Mais Lefebvre, c'est le nom de scène. Et le nom de ma mère. Et puis, c'est une famille un peu d'artistes du côté de ma mère. Donc, ça, c'est aussi pour faire un peu hommage à ça. The Book is Booklet. Exactement. D'accord. Puis Warren Lefebvre, je trouve ça sonne bien. Mais j'adore en fait ce contraste du coup entre voilà le nom anglophone et le nom finalement très 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 français. Exactement. Comment ça se fait que tu as un prénom anglophone? Alors l'anecdote elle est folle. Ma mère est assez jeune et c'était une grande fan de Warren G. De qui? Warren G. Warren oui, G. Du coup, elle m'a appelé comme ça pour Warren G. Et elle trouve ça stylé. Tout simplement. Il n'y a aucun lien avec l'Angleterre ou l'Amérique. Ouais. J'adore. Fierté. Ouais, un peu fierté. Ok. Donc à chaque fois que tu appelles, c'est la musique qu'elle a sur son téléphone. Exactement. Voilà. La musique de Lover, là. La classe. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Warren. En tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup là pour la suite? Beaucoup de projets. C'est ça que j'adore créer, j'adore travailler. Donc ne pas s'arrêter, continuer de travailler et puis faire un maximum de nouveaux projets, nouveaux trucs plus fous. Et puis on va essayer. Très bien. T'as pas peur t'anticipes comment le retour en France par rapport à... Je sais que tu y rentres régulièrement, mais t'as y revivre finalement aussi après 2 ans à l'étranger? J'ai un côté d'excitation où j'ai hâte de retourner un peu dans cette routine française, tu vois, ça va prendre l'apéro, ça va les potes, etc. Ouais, ça. Et un côté un peu flip parce que ma vie maintenant c'est ça et ça va complètement rechanger à nouveau. C'est pour ça que j'ai pas envie de perdre mes attaches avec New York. J'ai envie d'être le plus souvent possible ici aussi pour faire des projets, faire des vidéos, faire des choses comme ça. Donc finalement, je pense que ma vie elle va pas tant changer que ça. C'est juste mon petit quotidien
qui risquent un peu de Juste changer. ton adresse en fait. Ouais, c'est Les ça. allers-retours, tu vas continuer à les faire. Ouais, c'est ça. Donc ça changera pas Très grand-chose en bien. fait. Écoute, merci beaucoup Warren. Comme je te le disais, c'était un plaisir, C'est un plaisir de te aussi. rencontrer. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, si on mettra le compte auquel on fait référence dans les notes de cet épisode. Et puis, si tu as des dates de stand-up en France ou à New York, n'hésite pas à nous les envoyer pour que les auditeurs de French Expat puissent te retrouver. Merci beaucoup, c'était super. Merci à tous. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Warren pour ce chouette moment passé avec nous et je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous connaissez la rengaine absolument par cœur. Alors je compte sur vous. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir notre série de l'été qui est consacrée au divorce quand on vit à l'étranger. Il y a plusieurs témoignages de personnes qui sont passées par là avec des angles différents ainsi que des témoignages et éclairages d'experts. J'espère que vous serez là pour soutenir finalement ce contenu. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour de nouvelles histoires. À bientôt!